Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, l'histoire incroyable de la sonde Voyager 1. On va bientôt fêter les 50 ans du lancement de Voyager 1. Et pour l'occasion je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Car le récit de son voyage est certainement l'un des plus beaux messages que l'on pourrait transmettre à l'humanité. Mais pour mieux vous raconter l'histoire de Voyager, je vais introduire un personnage unique. Ce personnage, il porte aussi le nom de Voyager, et il a embarqué à l'intérieur de la sonde spatiale. On va donc suivre l'histoire de Voyager, basée sur les faits réels de la sonde spatiale Voyager 1. Sur ce, attachez vos ceintures, et bonne vidéo à tous. 3, 2, 1. MDS, we have ignition, we have a liftoff. Nous sommes le 5 septembre 1977. La sonde spatiale Voyager 1 vient tout juste de décoller. À l'intérieur, c'est une autre histoire. Un certain robot du nom de Voyager s'apprête à se réveiller. Il est dans une sorte de petite cabine et il découvre un bureau juste à côté de lui. Il s'installe tranquillement et puis il se met à regarder un petit peu par réflexe à travers le seul hublot de la cabine. Au dehors, rien, si ce n'est des millions d'étoiles dans le ciel, mais surtout un objet en particulier. La planète Terre, qui s'éloigne. Sur le coup, il se rend pas vraiment compte de ce que ça représente. Il a été fabriqué sur la planète Terre, mais il a jamais vraiment vécu là-bas, il sait ce que c'est, il sait que c'est un paradis idyllique, mais sur le moment, ça lui fait ni chaud ni froid, il est surtout concentré sur sa mission. Sa mission, elle consiste à explorer Jupiter et Saturne, les deux planètes gazeuses les plus proches du système solaire. Son but, c'est entre autres de les étudier, de récolter des données sur les planètes et sur leurs satellites, mais aussi de prendre des photos de ce qu'il voit. Sur le coup, il a vraiment hâte de commencer sa mission, mais c'est clairement pas pour maintenant. Il y a plus d'1 an de trajet avant d'arriver jusqu'à Jupiter. Alors, en attendant, Voyager sombra dans un profond sommeil. Un an et 5 mois plus tard, nous sommes au tout début de l'année 1979, Voyager se réveille enfin. Il a été réveillé par un petit son qui lui semblait particulièrement familier, et en regardant à travers le hublot, il l'avait vu, c'était elle, Jupiter. Il va donc prendre quelques jours pour étudier Jupiter, et il va rapidement se rendre compte qu'elle et ses lunes sont des objets absolument fantastiques. Déjà, il va se rendre compte qu'on n'appelle pas Jupiter une géante gazeuse pour rien. Jupiter, elle fait plus de 10 fois la superficie de la planète Terre, donc c'est gigantesque. Mais il va surtout remarquer que Jupiter porte bien son nom, car là-bas, les orages persistent pour l'éternité. Le dieu du ciel fait s'abattre des tempêtes longues de plusieurs centaines d'années, et d'une extrême intensité. Sur Jupiter, il ne cesse jamais de tonner. Voyager va s'intéresser à la plus célèbre de ces tempêtes, la Grande Tache Rouge. Je vous jure, je le fais pas pour la blague, mais la Grande Tache Rouge, elle fait un peu tache. Il faut dire que sa forme et sa couleur, qui font sa renommée, sont uniques par rapport au paysage habituel de Saturne. Il en va de même pour sa taille, qui, bien que diminuant ces dernières années, est absolument colossale. Elle engloutirait aisément notre planète, pour vous dire. Sur le moment, il manquait à Voyager beaucoup d'explications sur ce phénomène. On pensait par exemple que sa couleur était due à des couches inférieures de l'atmosphère de Jupiter. Mais cette théorie ne fait aujourd'hui pas l'unanimité. En bref, il va passer un peu de temps sur Jupiter, mais il va surtout faire une découverte exceptionnelle. Voyager va découvrir des anneaux sur Jupiter. Alors, ouais, on savait qu'il y en avait sur Saturne, mais sur Jupiter, on les avait jamais vus. Et pour cause, ces anneaux sont tellement fins qu'ils requièrent un alignement parfait pour être observés facilement. Encore aujourd'hui, très peu d'instruments sont en mesure de les détecter. Donc Voyager va faire cette découverte exceptionnelle, et à partir du moment où il va la faire, il va enchaîner les découvertes extraordinaires. La deuxième découverte qu'il va faire, c'est sur Io, une des lunes de Jupiter. Voyager va remarquer, grâce à ses caméras, d'étranges formes qui semblent jaillir du satellite. Il n'y avait aucun doute. Voyager avait découvert du volcanisme sur Io. Mais pas des traces de volcanisme, du volcanisme actif. Et bien plus actif que sur Terre même. C'était la première fois qu'on en voyait ailleurs que chez nous. On a évidemment déjà détecté des traces de volcanisme sur d'autres planètes, mais on n'en avait jamais vraiment vu d'active. Et c'est ça qui rend Io exceptionnel. Après ça, il va se rapprocher d'Europe, une autre des lunes de Jupiter. Et ce qui est vraiment génial avec cet objet, c'est que c'est vraiment un satellite sorti de conte de fées. Europe est recouverte en intégralité de glace d'eau. On suppose que sous cette épaisse couche de glace, à quelques dizaines de kilomètres de profondeur,
il y aurait de l'eau liquide. De l'eau liquide sur Europe. Il se pourrait bien que dans ce gigantesque océan se cachent des formes de vie, ou du moins des micro-organismes. Et même dans ce cas de figure, ce serait une découverte génialissime. Par rapport à la Terre, c'est clairement des conditions extrêmes. Mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait des choses qui se soient développées. Et que le jour où Voyager ait pris cette photo, il y avait peut-être des choses qui l'attendaient, sous cette couche de glace. Je pense que de notre vivant, on n'aura jamais la réponse. Mais c'est vraiment le genre de truc qui fait rêver. Voyager va donc arriver au terme de ses quelques jours d'exploration autour de Jupiter. Son voyage commençait bien. Trop bien même. Et il ne lui restait plus que Saturne à explorer. Qu'est-ce qui l'attendait, là-bas? Et au-delà? Tant de questions, sur lesquelles il avait le temps de méditer. Tout est calme. Le ciel nocturne est peut-être le plus beau spectacle auquel on peut assister. Depuis la nuit des temps, des hommes l'observent. Ils pensaient que ces étoiles représentaient leurs ancêtres qui veillaient sur eux. Ils pensaient qu'on les avait allumées pour eux. Aujourd'hui, quelque chose nous enjoint encore à les considérer ainsi. Seulement, là-haut, quelque chose d'autre veille à son tour sur toutes ces étoiles. Voyager était déjà réveillé. Et parmi toutes les étoiles qui brillaient, il y en avait une qui tenait à s'en rapprocher. Nous étions à la toute fin de l'année 1980, quand Voyager apercevait enfin sa dernière destination. Saturne. Il se fera accueillir par un spectacle que lui seul a vu ce jour-là. Un mystérieux phénomène, baptisé les Spokes. Des sortes de petites bandes noires qui traversent les anneaux de Saturne. Faut savoir que Saturne a un point commun avec la Terre, c'est qu'elle a des saisons. Elle va elle aussi s'incliner. Ce qui fait qu'il y a des parties de la planète qui vont être plus éclairées que d'autres à certains moments de son année. Le truc, c'est que c'est pas seulement Saturne qui s'incline, c'est aussi ses anneaux. On suppose que le spectacle qu'il a vu ce jour-là était dû à une interaction entre les vents solaires et le champ magnétique de Saturne. En d'autres termes, Voyager est arrivé pile au bon moment de l'année saturnienne pour pouvoir observer les Spokes. Mais le temps lui était compté. Voyager ne pouvait pas passer son été sur Saturne. Il se dirigea alors vers l'un de ses plus célèbres satellites. Entre nous, l'un des satellites les plus fascinants pour moi sur Saturne, c'est Fornjot. Fornjot, c'est le satellite le plus lointain de Saturne, et c'est un des rares satellites dans le système solaire à avoir cette particularité. En gros, si vous regardez dans le ciel nocturne de Fornjot, vous allez chercher un petit moment Saturne avant de la trouver. Et pour cause, à cette distance, Saturne c'est presque une étoile dans le ciel nocturne de Fornjot. Mais ça c'est effectivement dû au fait qu'à cette distance-là du Soleil, justement il a beaucoup moins d'influence gravitationnelle. Et donc les géantes gazeuses, ils retiennent très souvent un très grand nombre d'objets, souvent sur des distances astronomiques. C'est dingue, je trouve, quand tu y penses, de se dire que tu dépends gravitationnellement d'une planète que tu vois à peine dans le ciel. Bon, je parle de Fornjot, mais pour le coup, Voyager, c'était pas ce satellite-là qui l'intéressait. Non, Voyager, il était intéressé par un autre satellite, et il a même fait un détour pour y arriver. À près d'1 million de kilomètres de Saturne, trône un objet qui a fasciné des milliers de scientifiques dans le monde entier. D'apparence, ce n'est qu'une boule orange. Rien qui ne fasse penser à quelque chose d'extraordinaire. Seulement, ce que vous voyez là, c'est l'atmosphère la plus dense de tous les satellites du système solaire. Et ce qu'elle cache, supposait-on, c'est une Terre primitive. Une Terre telle qu'elle était, il y a des milliards d'années. En général, les satellites ne retiennent pas d'atmosphère dense parce qu'ils n'ont pas une masse suffisante pour le faire. Du coup, les particules s'échappent de l'atmosphère et se retrouvent dans le vide spatial. Le truc, c'est que Titan est aussi un petit objet. Il fait à peine la taille d'une demi-terre et dans des circonstances normales, il devrait pas retenir une atmosphère aussi dense. Or, Titan a une autre chance. Sa température en moyenne de surface est estimée à moins 180 degrés. À cette température, les molécules de la haute atmosphère qui tenteraient en temps normal de s'échapper n'accumulent pas assez d'énergie pour le faire. Elles se retrouvent donc coincées sur Titan, formant ainsi la plus épaisse couche de nuages qu'aucun satellite connu n'ait jamais eue. Malheureusement, en 1980, les outils sont encore limités et on ne sait pas encore grand-chose sur Titan. En l'occurrence, nous n'avions toujours pas percé son épaisse couche de nuages.
Mais certaines données permettaient déjà de montrer des ressemblances flagrantes entre Titan et la Terre. Une atmosphère principalement composée d'azote, des étendues liquides en surface, de l'eau sous forme de glace. Titan était à l'époque, et encore aujourd'hui, l'un des plus passionnants mystères du système solaire. Finir son voyage sur Titan était pour Voyager le bon moyen de faire ses adieux à la Terre. Car même si tous les mondes qu'il a explorés étaient fascinants, aucun, pas même Titan, n'était aussi accueillante qu'elle. Même s'il dérivait pour encore plusieurs centaines de milliers d'années, il ne trouverait pas une seule planète qui ne veuille pas le réduire en pâté. Voyager était sûrement condamné à errer pour l'éternité. Mais il l'avait tout à coup compris. Lui qui était parti dans l'espoir de trouver le paradis, avait découvert le plus sublime des enfers. Le monde des planètes inhabitables, dangereuses, toxiques, mortelles. Le monde des planètes au désordre impérissable, qu'étudient ceux qui viennent de mondes éphémères. Car celui qui tourne son regard vers le ciel verra en l'inconnu le miroir de ce qu'il est. Alors voilà, Voyager avait terminé sa mission. Il voyait Saturne qui s'éloignait au loin et puis il savait que c'était terminé. Il savait qu'il ne reverrait plus jamais comme ça la lumière du soleil. Il savait qu'il ne reverrait plus jamais les planètes qu'il a visitées. Il savait qu'il allait peut-être demain s'écraser sur, je sais pas, un objet qu'aucun de nos instruments n'avait jamais détecté. Une planète errante. Tout pouvait se terminer du jour au lendemain. Il voyait plus rien à ce compte-là, donc il savait pas. Nous sommes 9 ans plus tard, et Voyager, pour une raison qu'il ignore, sort de son sommeil. Alors il se redresse sur son bureau, et il constate qu'il a reçu un message, et pas n'importe quel message, puisque c'est un message qui lui vient de la Terre. Voyager ouvre le message, se rend compte que c'est Carl Sagan qui lui a envoyé, le responsable de la mission Voyager, et il le lit. Cher Voyager, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, tourne-toi vers nous et prends un cliché. Prends en photo le système solaire, de là où tu es. J'espère de tout cœur que tu répondras à notre appel. Alors, il comprend toujours pas pourquoi il a été réveillé. Lui qui pensait que sa mission était terminée, on lui donne une nouvelle tâche. Alors, nonchalamment, il se retourne, il pointe ses caméras en direction du système solaire, et puis il prend une myriade de clichés qui vont s'afficher actuellement à l'écran et qui sont retrouvables sur Google si vous les voulez. Carl Sagan reçoit les images quelques heures plus tard. Et il va faire à ce propos un discours absolument bouleversant. Je vais arrêter de vous faire patienter et je vais vous diffuser ce que Carl Sagan a vraiment dit à propos de cette image qu'il a nommée ainsi. Pale Blue Dot, ou le point bleu pâle. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint
that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.